Odyssée pour le monde. Je n'étais pas de ce monde. Je ne connaissais pas le mal et les labyrinthes sans fin d'incertitude de l'expérience terrestre que vivent la plupart des êtres humains. Certains naissent mystérieusement sous une bonne étoile. Ils sont protégés, ils sont inspirés. J'étais parmi ceux-là. Pendant environ 18 ans, j'ai vécu dans une paix presque constante et un bonheur profond, pratiquement paradisiaque. Je suis ensuite entrée dans ce monde, propulsée, catapultée. Bien que je n'ai donné mon consentement préalable au voyage, il était ma destination. Un préavis m'avait été donné plusieurs années auparavant, vers l'âge de 10 ans. Mais l'atterrissage s'est révélé quand même très douloureux. Il me semble maintenant avoir été nécessaire d'y être parvenu afin de mieux comprendre la réalité de la condition humaine. Je m'appelle Émilie. Dans la vie concrète, cela consistait en de la réussite dans tout ce que j'entreprenais. De la joie, du bonheur, et je savais comment attirer à moi le meilleur. Première de classe, jolie, en santé, entourée d'une belle famille et de bons amis, solide psychiquement, intelligente, généreuse, ayant un grand cœur, impliquée, se démarquant dans son milieu. C'était ma vie. Je fais peut-être des envieux ici, car vivre une jeunesse de ce genre est une chance en soi. Pourtant, c'est ce que je vivais. J'étais prête pour la gloire, pour l'accomplissement de grandes choses, mais non. Il me fallait tomber pour enfin mieux me relever. Avec le recul, je reconnais bien la vie. Lorsqu'une personne est mûre pour tomber, elle doit tomber pour apprendre enfin. Ne dit-on pas que sur notre chemin se posent des défis qui se doivent d'être surmontables, sans quoi ils ne se présenteraient pas? C'est vrai en partie. Cela demeure relatif. Des gens se suicident pour diverses raisons et d'autres abandonnent la lutte de leur vivant plutôt que d'affronter ce que la vie leur présente comme obstacle. Et il n'y a pas de jugement à avoir devant les attitudes que prennent les personnes devant leur vie, car nous ne connaissons jamais tous les secrets de leur histoire et l'ensemble des mécanismes psychiques sous-jacents à leurs décisions. J'ai décidé de mener la lutte à bien. Comme une guerrière loyale envers ses principes, honnête et juste envers la vie. Ne m'avait-elle pas tout donné en cadeau au début, sans que je lui ai demandé?
Il était temps de me battre pour ce que j'avais eu gratuitement. Première chute. Je suis tombée parce que mon copain de l'époque a rompu avec moi. Dans ma petite chambre chez mes parents, on était tous les deux à se regarder dans les yeux. Je ne t'aime plus. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je sais juste que je t'aime plus. Pourquoi? 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 Nous avions développé un lien unique et spécial. À l'aube de mes 18 ans, après 2 ans de relation amoureuse, mon monde s'est effondré. Une crise existentielle a surgi. Elle perdure encore aujourd'hui, à 16 heures. Une blessure ne s'efface pas en claquant des doigts. Surtout pas un abandon de Dieu. Des larmes coulant de par elles-mêmes, ne s'arrêtant point durant 20 ou 30 minutes, périodiquement. J'ai senti alors une trahison. Non pas du gars en question, mais de Dieu en lui-même. Dieu m'a abandonné à ce moment. Je ne suis pas très croyante, mais mon éducation catholique fait en sorte que ce sont ces termes qui illustrent le mieux ce que j'ai ressenti. Dieu m'a fait découvrir le mal. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? Le diable? Je ne peux croire autrement que ce soit le Tout-Puissant qui m'a permis de connaître la douleur dans l'âme. Essayant de vivre quand même le quotidien, j'étais obnubilée par cet abandon de Dieu. J'étais dérangée par cette cassure qui s'était produite au fond de mon être. Je voulais donc reconquérir ce jeune homme. Mais aurait-ce été la solution à cet abandon divin que je vivais? Deuxième chute. 2 ans plus tard, je cherchais toujours à solutionner mon problème. Comment reprendre ma vie d'avant? Comment me sentir encore de la même façon qu'avant? Avant avait l'air si beau. Et maintenant, de plus en plus laid. Insidieusement, les choses empiraient. J'avais de plus en plus de difficultés à me concentrer sur mes études universitaires en biologie. Je m'isolais. Je ne faisais plus de beaux rêves. Et je n'éprouvais plus autant de plaisir à faire les choses que j'aimais. J'ai alors commencé à penser que mon entourage me cachait des choses sur moi, qu'il parlait de moi.
de mon isolement, de mon comportement, et ce lorsque je n'y étais pas. Les amis à l'université, puis ma famille. Surtout ma famille. Je ne leur faisais plus confiance. D'ailleurs, avais-je déjà donné toute ma confiance à ma famille? J'avais toujours eu plus de facilité à la donner à des étrangers. Un jour, j'ai découvert que ma mère était encore procureure de mon compte de banque et qu'elle surveillait mes dépenses. C'était une trahison horrible à mes yeux. Pour une deuxième fois, j'ai senti que le mal existait et qu'il s'abattait sur moi. Elle pouvait bien avoir de bonnes intentions. Pourquoi ne m'avait-elle pas fait confiance? Du haut de mes 20 ans, je ne connaissais que très peu du monde adulte. C'était inacceptable pour moi, en plus que je sois née avec des valeurs fortes de justice, d'honnêteté et de transparence. Mais on ne me comprenait pas. Troisième chute. On a commencé à penser que j'avais un problème plus sérieux qu'une crise existentielle. Pourtant, à l'origine, c'était vraiment une crise existentielle qui ne se résolvait pas. J'avais rencontré une psychologue pour une séance. Je pleurais à chaudes larmes devant elle. Vous avez de la peine? Oui. Je ne pouvais en dire plus. Je savais qu'on ne comprendrait pas ce que voulait dire Dieu m'a abandonné. Et une tristesse immense, un cœur déchiré. J'étais perdue dans mes pensées. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Je vagabondais d'endroit en endroit. Je cherchais quelqu'un qui puisse comprendre ma souffrance, mon problème. J'ai trouvé du réconfort auprès de quelques personnes, ponctuellement. Évidemment, j'étais désorganisée et dans le discours et dans le comportement. Je m'éloignais de mes souffrances et de ma vie qui tournait en déchéance, en délirant, en entrant dans des psychoses. Il ne s'est pas présenté d'hallucinations auditives ni visuelles, mais j'avais des difficultés cognitives, de la misère à lire, à me concentrer, à aller jusqu'au bout des tâches. Vous l'avez deviné. À l'âge de 23 ans, on me diagnostiqua vivre avec la schizophrénie. Une trahison cette fois aussi, mais du monde entier et de moi-même. On croyait que j'avais perdu la tête et moi, mon psychique ne me suivait plus. Descente aux enfers. Ce qui a suivi l'annonce du diagnostic n'a été rien de beau. J'ai été hospitalisée en psychiatrie durant pas moins de 6 mois, dont 2 mois à l'unité intensive,
J'y ai vécu mes pires moments, mes pires souffrances. Ce que je pouvais m'imaginer de pire se réalisait. Je perdais le contrôle de qui j'étais. On me percevait comme invalide, inapte, incapable, immoral, voire immonde. Il y avait le « eux » derrière la vitrine du poste de garde sur l'unité psychiatrique de l'hôpital et le nous, les patients, les malades mentaux qui étions reclus au plus bas statut de l'échelle sociale. Moi qui étais quelqu'un qui était belle, forte, intelligente, avec un potentiel énorme et des réalisations derrière la cravate, j'étais devenue une moins que rien aux yeux de bien des gens. J'en suis aussi venue à croire que je n'étais que l'ombre de moi-même. À mon sens, la maladie mentale reste très taboue, car on n'y comprend pas en quoi elle consiste exactement. Et bien de postulats nébuleux l'entourent encore. Derrière la rébellion de ne pas vouloir être étiqueté comme ayant perdu la tête, se cache un refus de l'interprétation de notre histoire telle que les acteurs soignants nous la présentent. Il est probable qu'un dérèglement chimique se loge au cœur de la problématique, mais également que la maladie mentale soit encore un concept bien fourre-tout. À mon sens, on a confondu ma personnalité avec la maladie. Par exemple, mes idées de grandeur, de grandes réalisations, devinrent des symptômes de la maladie. La reconstruction du temple. J'ai dû reconstruire mon esprit. Ma vie entière a dû reprendre son cours. Mon fil conducteur a dû se ressouder. Cela a commencé par gérer les symptômes dits négatifs de la schizophrénie. Ce qui fait qu'on n'a pas d'intérêt, qu'on se retire socialement, qu'on se sent amorphe. Essayer de raviver la flamme en reprenant contact avec des activités qui me faisaient du bien. Des passions que j'avais eues plus jeune a été une des premières étapes. Natation, piano, marche en forêt, chant, lecture. Puis, j'ai dû composer avec les limitations que ma condition me posait à l'époque. Me satisfaire de réaliser de petites choses, comme terminer le ménage de mon appartement. Me faire à manger ou lire pendant une courte période de temps. J'avais tant perdu de mes ressources intérieures et ma vie en société avait déserté également. Après quelque temps, j'ai eu l'intérêt d'aller terminer mon baccalauréat en biologie. Après plusieurs tentatives, abandon scolaire et reprise, j'ai finalement réussi à l'obtenir. Le marché du travail m'a également donné du fil à retordre. Je sentais tellement de pression provenant principalement de ma propre personne que je n'arrivais plus à la soutenir après 3 mois.
Des accommodements au travail et un milieu qui acceptait mes difficultés m'ont permis de progresser et de me maintenir en emploi. Puis, j'ai voulu reconstruire mon réseau social. Mais ça ne se reconstruit pas en 3 jours. J'ai persévéré et j'ai développé des amitiés qui durent encore aujourd'hui. J'ai cherché alors un projet de vie professionnel qui puisse combler mes désirs d'être utile en société pour les compétences et l'expertise que j'avais développées en vivant toutes ces épreuves. Car on en développe une. Cela s'appelle le savoir expérientiel. J'ai entamé alors un baccalauréat en travail social, mais le désir de construire une vie de couple stable et de fonder une famille a fait avorter le projet pour un peu plus tard. J'ai pu récupérer les principales capacités que j'avais perdues, à force d'erreurs et d'apprentissage, de persévérance, de résilience. Une compréhension différente et intimement liée à ma propre vision de mon histoire fait maintenant partie de mes activités de mieux-être pour reprendre un meilleur pouvoir sur ma vie, puis pour reprendre confiance en moi. Je n'étais pas de ce monde. Depuis plus de 14 ans, je vis véritablement dans ce monde. Je viens peut-être d'un autre monde, là où tout est parfait et lumineux. Mais pour l'instant, je dois accomplir ce que j'ai à accomplir pour ce monde terrestre qui ne me plaît pas toujours et qui souvent m'écorche la peau. Je l'aime quand même d'un amour authentique. Et il me reste tant de choses à vivre, tant de batailles à livrer, à perdre et à gagner, que je ne peux me refuser de continuer à avancer. C'était le texte Odyssée pour le monde que j'ai écrit en 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2023. Merci de votre attention.